Quel jour Covid, chaton? 4e? Ouais, 4e. Bien. Ouais. Coucou tout le monde, c'est Oxford. Bon, allez, on commence le vlog. Salut tout le monde. Aujourd'hui, 4e jour de Covid et ça va mieux. Le pic est passé. J'ai la voix qui est encore un peu voilée, mais clairement, c'est autre chose que ces 2 derniers jours. Je vous fais un petit récap vite fait, je suis toujours en mode pilou-pilou, en mode tranquille. Mon Covid a débuté mardi, j'ai été positive ce jour-là. C'est la 3e fois que j'ai le Covid. Et je pense que je suis une professeure des écoles assez consciencieuse parce que ça fait 3 fois que je l'ai et 3 fois pendant des vacances scolaires. Je vous jure, je ne sais pas comment je m'organise. La première fois, je l'ai eu pendant les vacances de la Toussaint 2020. La deuxième fois, je l'ai eu pendant les vacances de Pâques 2022, donc il y a 8 mois. Et cette 3e fois, vacances de Noël 2022, je pense que j'attaque un grand chelem. Bon, clairement, si ça pouvait être la dernière fois, ça m'arrangerait. Cette fois-ci, ça a été quand même assez violent. Il faut savoir que notamment au niveau des vaccins, du coup j'ai loupé malheureusement pas mal de vaccins parce qu'à chaque fois que je devais me faire vacciner je rechopais le Covid, donc c'était un petit peu compliqué. Et là cette 3e fois a été quand même un peu plus violente que les 2 dernières. La première a été déjà bien corsée avec beaucoup de toux, beaucoup de... Voilà, des petites difficultés respiratoires, peu de fièvre, mais j'étais vraiment pas en forme. La deuxième fois, ça a été plus simple, beaucoup plus doux, dans le sens où, alors déjà il faisait beaucoup plus chaud, donc j'ai réussi, on va dire, à tomber peut-être un peu moins malade. C'était plus un mal de gorge, des grosses piqûres au niveau de la gorge, pas énormément de toux pour une fois. Voilà, c'était comme une grosse angine. Cette fois-ci, ça a fait plus comme un syndrome grippal, je suis montée en température. Mardi, au moment où j'ai tourné le premier vlog que vous avez vu juste avant, ça allait. À la fin de la vidéo, je commençais déjà à être un peu fatiguée. Et à partir de mercredi, jeudi, ça a été très compliqué. Donc le 21-22 décembre. Très compliqué, où j'étais vraiment la fiévreuse, abattue dans le canapé, je n'arrivais pas à me lever, je toussais énormément, je tousse encore énormément, ça c'est vraiment un point faible que j'ai, malheureusement. Voilà, je surveillais quand même de près ma saturation au niveau de l'oxygène, enfin, je vous passerai les détails, mais c'était quand même assez intense cette fois-ci. Je faisais pas la fière dans mon canapé. Et il faut savoir que comme la première fois, j'ai perdu le goût. Ça l'avait pas fait la deuxième fois, j'y avais échappé, mais là j'ai perdu le goût. Donc Noël 2022 s'annonce assez épique, j'ai envie de dire. Ce sera donc un Noël isolé pour moi, par la force des choses, parce que je ne serai pas en dessous des 5 jours déjà d'isolement. En plus, donc mon test est... Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, vendredi, donc la veille du réveillon, et je suis encore positive. J'ai clairement pas l'intention d'exposer ma famille à d'éventuels microbes, hein, ça se comprend. Donc j'ai décidé de faire Noël isolé. Alors pas de panique, si vous voyez ma tête des fois un peu décomposée, c'est que j'ai des grosses crises de toux entre chaque prise. Et du coup je couperai au montage, mais voilà, vous étonnez pas si de temps en temps ma tête change un peu. Bref, donc Noël isolé pour moi, je vous disais, par choix. Et ça va, je le prends assez bien dans le sens où c'est comme ça. Donc je suis en train de me préparer un petit peu des petites activités, j'ai prévu des films, j'ai prévu des... Alors, malheureusement je n'ai pas le goût, donc je croise fortement les doigts pour avoir le goût demain, parce que je vous avouerai que Noël avec un bon repas mais sans goût, là ça risque quand même un peu de bloquer quoi.
Donc je croise vraiment au moins pour retrouver un tout petit peu de goût. On verra. Au pire, je me suis préparé un bon repas, je ne serai pas toute seule le soir du réveillon non plus. Ça va être petite soirée film, ça va être des pulls, voilà, des petites activités en fait que je prends pas forcément le temps de faire dans l'année ou pendant mes vacances, parce que préparation d'école, parce que lecture, parce que jeux vidéo. Voilà, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez aussi que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et là du coup pour cette soirée de Noël, j'ai décidé de faire des petites choses que je ne fais pas d'habitude. C'est un peu ça aussi la magie. Et de toute façon je pense que je ferai une visio avec ma famille donc, qui fêtera Noël donc, de son côté. Et on rattrapera tout ça en janvier. Donc voilà, un Noël un peu particulier mais j'ai le moral. Je pense vraiment fortement à tous ceux qui vont fêter Noël, eux aussi isolés parce que malades. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des petits messages très gentils en me disant je suis comme toi, etc. Donc je pense très très fort à vous. Je pense très très fort aussi à ceux qui vont fêter Noël tout seul par la force des choses. Vraiment, je vous envoie des milliers de cœurs et je suis avec vous. Autre petit point qui a été compliqué aussi pour ce Covid, bon là je passe un peu ce côté Noël, c'est tous les problèmes liés à l'alimentation. Vous savez ou pas d'ailleurs que voilà, j'ai des soucis avec mon image, des soucis avec mon alimentation. J'en fais pas grand mystère parce que je trouve qu'il faut en parler. C'est pas une honte pour moi de dire que j'ai des soucis de représentation, etc. Ma chaîne vidéo d'ailleurs, elle est faite dans ce but là aussi. C'est fait pour m'apprendre à accepter mon image, apprendre à me voir aussi telle que je suis. Alors je vous avoue que c'est pas très facile quand je monte des vlogs, par exemple le vlog dernier, donc celui du Covid numéro 1, a été assez difficile à monter parce que je me trouvais bouffie, parce que en fait dans ma tête j'ai l'impression que les gens vont ne voir que ça, ils vont voir juste mon évolution de poids et ils vont pas faire attention à ce que je dis, ce qui est totalement ridicule. Voilà. Ça a été difficile aussi parce que du coup j'ai été amenée à être alitée. J'ai mangé mais je ne bougeais pas, donc dans ma tête c'est aussitôt je prends 5 kilos, je ne vais pas rentrer dans mes vêtements dès que je vais commencer à quitter mes pyjamas qui sont très confortables, mais bon à un moment donné il va quand même falloir que je reprenne une tenue un peu plus civile. Voilà, donc dans ma tête j'ai l'impression que je ne vais plus rentrer dans mes vêtements, je regarde mes robes, je me dis oh là là, je vais plus du tout pouvoir rentrer dedans. C'est pas vrai en fait, mais voilà, c'est ce qu'on appelle donc des troubles de l'alimentation, ça existe. J'ai pas une forme extrêmement sévère non plus, mais c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, contre lequel je me bats. J'ai beaucoup de mal, souvent j'ai beaucoup de mal à me voir dans un miroir, j'ai beaucoup de... voilà, j'ai des gros soucis comme ça, bon. Je ne me vois que par mon poids, et ce qui est aberrant en fait. Parce que je suis autre chose. Je suis autre chose. Alors j'ai la chance d'avoir un entourage qui est extrêmement bienveillant là-dessus. Voilà, bon. C'était la petite parenthèse. Je veux pas vous ruiner cette vidéo. Surtout si vous la regardez à Noël, vous allez vous dire oh là là, elle nous plombe le moral celle-là. Mais voilà, c'est ma chaîne aussi. Donc j'ai envie de parler un petit peu de ce que je suis. J'aime pas forcément parler de trucs trop personnels parce que je ne sais pas qui regarde ces vidéos et je pense à chaque fois à certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées. Mais je trouve que le poids c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon quotidien. La spirale a été assez difficile ces dernières années par rapport à ça. J'ai vécu des petites choses un peu compliquées personnellement, notamment une amitié qui a été extrêmement dévastatrice à un point je ne pensais pas imaginable. Et qui a beaucoup contribué aussi à cet écroulement en fait. Mais bon, ça arrive, c'est la vie. On passe par-dessus. Ça prend du temps, mais on passe par-dessus. Il faut savoir que chez moi, le problème, c'est que quand je commence à maigrir, c'est que je vais pas bien. Voilà.
quand j'ai des petites joues, quand j'ai mes formes, etc. C'est que je vais bien, c'est les kilos, on va dire les kilos du bonheur. Et quand je commence à maigrir, quand je commence vraiment à m'affiner, eh bien c'est parce que je ne vais pas bien. Ce qui n'est pas du tout à suivre, hein. Bien sûr, je ne suis pas du tout un exemple là-dessus. Ne faites pas comme je fais. J'ai envie de dire, il y a une alimentation saine, du sport, blablabla. Bon, bah, faites ce que je ne fais pas en fait. Si j'ai le nez rouge, c'est parce que je viens de me moucher. Voilà. Ça contribue aussi aux petites scènes coupées. Bien. Donc, début de vlog, somme toute pas super positif, mais voilà, vous voyez quand même que je vais mieux. J'arrive à en rire. J'ai le nez qui me fait extrêmement mal parce que j'ai une coupure à force de me moucher. Enfin bref. Bon. J'avais envie de discuter encore un petit peu avec vous parce que j'ai le temps, parce que le Covid ne me laisse pas forcément l'énergie nécessaire pour courir à droite à gauche comme j'ai l'habitude de faire. Au niveau des éclairages, donc vous voyez, je suis plus dans mon salon, j'ai baissé d'un étage. Je suis dans mon bureau, j'ai réussi à mettre un peu les éclairages, à essayer de faire un petit décor un peu plus sympathique. Sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites. Là pour une fois on n'est pas sur un book haul parce que je l'ai fait donc, dans le vlog d'avant et on est 3 jours après donc déjà j'ai pas pu sortir et j'étais surtout au fond du lit. Voici les 5, 1, 2, 3, 4, je ne sais plus lire, je ne sais plus compter. Je ne sais plus compter, je ne sais plus parler, tout va bien. Tout va bien. J'espère avoir récupéré mes neurones pour la rentrée au moins. Donc 4 livres à vous parler qui sont assez différents les uns des autres. On va commencer tout de suite. Alors avec le livre que je vous ai promis au dernier vlog, où je vous ai laissé un peu le suspense, c'est donc Madame B. Madame B, c'est un thriller que j'ai lu. Je vais essayer de le mettre dans le cadre quand même. C'est un thriller que j'ai lu il y a quelques temps de ça et que j'ai beaucoup apprécié à ma grande surprise. Je vais vous lire le résumé, je vous en parle, on fait comme d'habitude, posez-vous. On est parti pour quelques petites minutes de présentation. Madame B, donc de Sandrine Détombe. Initiale BB. Blanche Barjac exerce un sale métier, c'est vrai, mais pour sa défense, elle le fait proprement. Un cadavre dans votre lit, du sang sur vos carpettes, aucun corps, aucune trace ne résiste à ses services de nettoyeuse chez Récurnet et Associés. Discrétion assurée, impunité à la clé. Or, sur cette mission, tout s'est mis à déraper. Que lui veut ce mystérieux maître chanteur qui semble tout connaître de sa vie? Poussée aux limites de la folie, la jeune femme va devoir se pencher sur son passé, tout sauf irréprochable, les sales petits secrets cachés sous les tapis. Alors, Sandrine Détombe, c'est une autrice que j'ai découvert avec un précédent ouvrage qui s'appelle Les Jumeaux de Piolenc, je pense que ça se prononce comme ça. Un thriller que j'avais adoré, mais vraiment adoré. D'ailleurs, je l'avais lu en e-book et je l'ai repris dans ma palle. Je veux le relire absolument celui-là, je vous en parlerai forcément. Bref, c'est donc mon deuxième ouvrage de Sandrine Détombe et sincèrement, c'est une autrice que j'apprécie énormément par sa plume extrêmement rythmée et par sa propension à nous donner des intrigues qui tiennent vraiment la route et qui ont un final très sympathique. Pas forcément réjouissant, mais très sympathique. Madame B, ça raconte l'histoire donc de Blanche, comme je vous l'ai dit dans le résumé. Blanche, c'est quelqu'un qui est assez ingénu, on va dire. Elle exerce un métier qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de professionnalisme. Voilà, être nettoyeuse, c'est pas donné à tout le monde. Son parcours est assez bien expliqué, et Blanche, en fait, c'est quelqu'un qui, au final, a vécu beaucoup en vase clos. Elle a été formée par son beau-père. Sa mère est décédée quelques années, elle s'en est jamais vraiment remise. Et elle a été élevée et éduquée par son beau-père. Et elle a repris sa suite donc dans cette société de nettoyage un peu particulière. Et elle est plutôt douée. Elle est très demandée dans sa branche. Elle a un carnet d'adresses assez bien fourni. Et comme dit dans le résumé, tout se met à déraper. Et là, on suit une espèce de course, une espèce de cavalcade. Blanche va essayer de se dépatouiller comme elle peut. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont tout s'enchaîne. Parce qu'on est avec Blanche du début à la fin du livre. C'est vraiment comme si on était son ombre. On la suit pas à pas dans tous ses soucis, dans toute son angoisse. Au fur et à mesure, l'angoisse augmente dans le récit. On sent quand même qu'il y a quelque chose d'oppressant qui se met en place. Il y a peu de personnages dans le roman,
Du coup, ça donne un petit peu une sensation de huis clos. Ça se déroule dans un périmètre très restreint. C'est un talent d'écriture qui m'a séduite. C'est vraiment quelque chose qui est difficilement explicable, mais si vous voulez passer un bon moment avec un thriller qui sort un peu de l'ordinaire, parce que pour une fois on a une femme qui n'est pas une force de la nature, pas quelqu'un de caractériel. Blanche, c'est quelqu'un qui est assez passive, qui est assez naïve, qui a vécu sous la coupe d'un beau-père qui l'adore, mais qui a été assez protecteur avec elle-même, trop étouffant même, parce qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille en dehors de lui, elle a été coupée du monde, en dehors de son travail et de sa vie avec son beau-père, elle n'a personne. C'est quelque chose qui est quand même assez toxique. Et au final, elle arrive à se sortir de situations et elle prend petit à petit confiance en elle, et c'est quelque chose dont on se satisfait quand on la voit se sortir des situations. Alors parfois on a envie de la secouer un peu, hein. Je vous avoue que voilà, c'est purement personnel. Mais justement, ça fait partie du personnage. Je suis agréablement surprise. Et Sandrine Detton, je pense que ça va être une autrice que je vais suivre de très près. Elle fait notamment partie du compte Instagram Les Louves du Polar. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un compte Instagram qui rassemble les autrices de polar ou de thriller. Je trouve ça très intéressant parce qu'on parle très souvent d'auteurs masculins. Hein, on a les Maxime Chatham, les Franck Tilliez, les Jean-Christophe Granger, pour ne citer que ceux-là, les Jérôme Loubry. Voilà, on en a une pelletée qui sont extrêmement talentueux, mais d'un autre côté, on a aussi des autrices qui sont extrêmement talentueuses, et je trouve que c'est bien de les mettre en avant. Parce que, comme dans tout art, la féminisation de l'art est quand même assez peu mis en valeur. Ça commence à venir, hein, je dis pas, mais je trouve que voilà, on va parler, moi la première, vous me demandez mon auteur préféré en thriller, ça va être Maxime Chatham, Franck Tilliez. Et si on me demande une autrice, il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Et je trouve ça dommage. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a percuté pendant mes lectures de thriller. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. Et d'ailleurs, sans le vouloir, les 4 livres sont écrits par des femmes. Donc c'est chouette. Quand je parle d'autrices de thriller, je parle surtout d'autrices françaises. En termes de thriller américain, on a Lisa Jackson, on va avoir Lisa Garner également. En autrice française, voilà, j'aimerais bien que ça devienne aussi sur le devant de la scène. Je passe à la suite. Est-ce que je vous parle de ce livre-là? Bon, je vais vous en parler, même si je viens de faire toute une diatribe sur les autrices féminines, etc. Ça ne veut pas dire que à chaque fois, comme les auteurs masculins, ça ne veut pas dire que tous les livres sont bons. Bien entendu. Et là, je vais vous parler donc d'un que je vous ai un peu spoilé dans le vlog d'avant. C'est L'île des absents de Caroline Erickson. Je vous ai mis le résumé dans le vlog d'avant. Voilà, vous voyez ma tête. Ce livre-là, je n'ai pas aimé. Je ne suis pas rentrée dedans du tout. Je pense que c'était trop psychologique pour moi. Dans le sens où on est dans la tête d'une femme qui est très instable. Et l'intrigue prend une tournure. En fait, je tournais les pages, et plus je tournais les pages, moins je comprenais l'intrigue. Et ça m'a profondément énervée, stressée, tout ce que vous voulez. Et alors, je ne mets pas ça sur le compte de la fièvre, parce que c'était au moment où j'avais pas encore trop de fièvre. Mais sincèrement, c'est une intrigue que je n'ai pas du tout appréciée. Je vous refais un peu le speech du livre. En gros, on suit Greta qui aborde une île avec son mari et sa fille. Elle s'endort dans le canot, son mari et sa fille partent en expédition, et quand Greta se réveille, ils ont disparu. Elle remue ciel et terre pour les retrouver, et quand elle va voir les policiers, ils lui disent qu'elle n'a jamais eu de mari ni de fille. Bon, déjà ça augure quand même un truc un peu psychologique, bon. Mais j'ai pas du tout accroché au personnage, ni à l'écriture. C'est pas que c'est un mauvais livre, loin de là, mais c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout plu. Parce qu'on suit Greta et on voit qu'elle est pas très claire en fait dans sa tête, et du coup, eh bien, ses pensées sont assez déstructurées et c'est pas quelque chose qui me plaît. Je passe avec un gros coup de cœur.
Voilà, je vous en ai parlé. La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls. J'ai un autre livre d'elle aussi dans ma palle. Génial. Franchement, j'ai adoré de bout en bout. Déjà, regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Il faut savoir que l'autre genre dont je suis très friande, c'est le genre gothique. Alors, petite pause pour apporter une précision dans mon explication future du roman gothique, parce que je ne suis pas claire. Vous excuserez ma voix qui est un peu voilée, j'ai eu une extinction de voix juste après le tournage, et en enregistrant la voix off, je suis en pleine crise. Bien, je vais parler, donc dans la suite de la vidéo, du roman gothique dit contemporain, qui va être écrit fin 20e, début 21e siècle. Il est différent du genre littéraire gothique qu'on connaît au 19e siècle. Je vais pas m'appesantir dessus, je ferai une vidéo explicative prochainement, mais je voulais apporter cette petite précision parce que s'il y a des puristes qui passent par là, ou des professeurs de français, ou des connaisseurs en littérature gothique, eh bien ils pourraient ne pas être d'accord avec mes explications, ils auraient tout à fait raison d'ailleurs, parce que je ne fais pas la précision dans mes paroles. Alors qu'est-ce que c'est que le genre gothique? C'est toujours à peu près le même schéma, ça se passe en Angleterre, dans un manoir, avec une famille aristocrate un peu bizarre, et souvent c'est narré, alors soit par une domestique, soit par quelqu'un d'extérieur à la famille, et il y a toujours un secret un peu mystérieux, assez grave quand même, hein. C'est pas, on n'a pas perdu ses pantoufles au réveil, hein, voilà. Donc la Nurse du Yorkshire s'inscrit dans cette lancée gothique. Je vais vous lire un peu le résumé. La Nurse du Yorkshire. Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange ici, c'est cette maison et cette famille. West Yorkshire 1904. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas, et elle en sait quelque chose. On suit donc Ruby, qui est une jeune nurse, qui a un passé qui transparaît dans l'intrigue, qui est assez... alors, pour le coup, son passé n'est pas très mystérieux, mais il est très intéressant, je trouve. Il est assez original aussi. C'est quelque chose qui l'a forgé. On comprend à la fin un peu les petits détails qui parsèment le récit. Concernant l'intrigue principale, eh bien écoutez, c'est quelque chose qui est savoureux à lire. Dans le sens où vous n'avez pas de passage gore, vous n'avez pas de passage non plus effrayant. Quand on dit livre gothique, on ne parle pas de livre surnaturel. C'est très rare qu'il y ait du surnaturel dans un livre gothique. Souvent il y a une croyance, éventuellement surnaturelle, mais l'explication est toujours rationnelle. Ensuite, ce que j'ai aimé dans cette intrigue, ce sont donc les personnages. Ruby est une protagoniste absolument adorable, très sympathique à suivre. Tout est narré à la première personne. Et c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui connaît son métier de nurse. On sent qu'elle a l'amour des enfants. Et on sent qu'elle ne va pas s'en laisser compter. Donc déjà, c'est une sorte de Mary Poppins, vraiment attachante. Au niveau de la famille, je dirais que c'est pas la famille la plus mystérieuse que j'ai croisée dans des romans gothiques. J'ai trouvé des secrets bien plus graves et bien plus compliqués dans d'autres romans. Je dois dire que cette famille-là, elle tire son épingle du jeu parce que les explications finales donnent tout leur sens. On comprend pourquoi le père est comme ça, on comprend pourquoi la mère est comme ça, on comprend pourquoi les enfants sont comme ça. Les enfants qui sont d'ailleurs extrêmement attachants. Peut-être un peu lisses. Ce sont des enfants assez sages quand même. On sent que tout se cristallise autour de la mère, on sent que quelque chose ne tourne pas rond du tout. C'est un personnage qui est éthéré, qui passe dans l'intrigue, et à chaque fois qu'elle passe, il y a un petit sentiment de malaise. On se dit qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. La Nurse du Yorkshire, il faut le lire vraiment pour son ambiance et ses personnages. Alors j'ai l'impression de dire à chaque fois ça pour tous les livres que je lis, ce qui est sans doute vrai. L'autrice, elle décrit les paysages, on a l'impression d'y être. On a l'impression d'avoir une carte postale devant les yeux, et c'est ce que j'aime particulièrement, notamment dans les romans gothiques, c'est que l'attention est particulièrement portée aux détails du décor. J'ai lu ce livre, la fièvre commençait à arriver.
C'était aux petites heures de la nuit. Je pense sincèrement qu'il n'y avait pas meilleur moment pour le savourer. Voilà, j'avais pas un bruit dans la maison, j'étais enfouie sous la couette, j'étais avec ce bouquin, impossible de dormir. Je commençais à être vraiment, vraiment fébrile, vraiment pas bien. Vous savez, cet état en fait où on commence à avoir de la fièvre mais on est incapable de dormir parce qu'on sent que dans le corps ça travaille. J'avais besoin de m'évader, j'ai pris ce livre, ça a été une traversée sublime dans le Yorkshire. Dernier livre, alors lui je ne vous livrerai pas mon avis parce que je n'ai pas terminé, c'est un livre que je suis en train de lire, que j'ai donc interrompu dans les gros épisodes de fièvre parce que clairement j'étais pas du tout en état de le faire. Il s'agit des filles du manoir Foxcott, d'Eve Chase. Alors Eve Chase, j'ai déjà lu un de ses livres qui s'appelle Un manoir en Cornouailles, que j'ai adoré. Et là donc je lis un deuxième opus qui ne suit pas son précédent opus, mais qui est dans la même veine. On est aussi là dans un roman qui s'annonce clairement gothique, avec une histoire de famille, un manoir, isolé dans la forêt. Voilà, les petites choses que je vous ai expliquées précédemment. La couverture aussi est sublime. Je sais pas pourquoi, je fais une fixette sur les couvertures à chaque fois. Je trouve les couvertures des romans gothiques absolument sublimes. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Je vous lis le résumé. Ça commence bien. C'est une ville... Non, enfin, c'est une région... Non mais comment on prononce ça? Alors, vous moquez pas de moi. Gloucestershire... Oh, punaise. Bon, Gloucestershire, voilà, vous comprendrez. Août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott, là où rien n'est tout à fait ce que l'on croit. Pardon. Mes yeux sont allés trop vite. Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler? Pour le moment, écoutez, j'aime beaucoup, l'écriture est très sympathique. Bien, j'ai beaucoup bavardé encore une fois. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle sortira pour Noël parce que je me sens assez en forme pour entamer le montage. Et là, je vous dis, le pic Covid est passé. J'espère vous retrouver très vite pour un autre vlog ou un autre condensé de lecture comme j'avais l'habitude de faire. C'est assez sporadique, mais c'est au fur et à mesure aussi de mes envies, de mon temps. J'espère que vous passez des bons moments à regarder ces vidéos. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine et surtout, prenez soin de vous.